Ah, voilà des cavaliers. C'est peut-être... Bonjour, Bonjour. Bonjour. Patrick. Patrick aussi. Ah, Patrick aussi. Henri. Bonjour monsieur. Henri. Bonjour monsieur. Bonjour. Bonjour madame. Toute la famille. Ouais, il manque Presque, ma mère presque. et mon fils. Vous rentrez du boulot? On rentre du boulot. Vent du Oui, Sud? oui. C'est habituel ça, vent du Sud? Ici, c'est tantôt du nord, tantôt du sud, ça chasse les moustiques. Ça chasse les moustiques. On met les chevaux à l'écurie et puis on vous fait voir D'accord. où vous allez dormir. D'accord. À la roulotte. Très bien. Et puis on discute un peu après. Ok. Avec Super. plaisir. D'accord. Merci beaucoup. Super. À tout de suite. Première rencontre camargaise. Ils ont, on peut dire, la gueule de l'emploi. Il y a pas de tambour. Ouais, voilà. C'est bon. Je vais à ma chambre d'hôtel. Et on va où? Je crois que je vais passer 12 jours de tranquillité, du moins le soir. « 4 heures du matin. C'est l'heure d'aller à la chasse. Au sanglier. Allez, David, maintenant, faut y aller. Donc là, on va sur une zone où en fait le propriétaire est victime d'importants dégâts de sangliers. C'est des sangliers qui sont remisés la journée dans une grande colline. Et la nuit, ils sortent chez cet agriculteur faire d'importants dégâts dans les rizières et le matin, ils rentrent. Donc le problème, c'est qu'en gros, ces sangliers, ils sont jamais chassés parce que l'endroit où ils rentrent n'est pas chassé du tout. Et dès que le jour se lève, même avant, ils rentrent des rizières se remiser dans cette zone. Donc, à part de les tirer comme ça à l'affût le matin quand ils rentrent, ils sont jamais chassés. Voilà. Tu tires avec quoi? Tu chasses avec quoi? Alors là, j'ai une 764 avec une lunette dessus. Voilà, donc c'est une carabine que j'ai achetée notamment pour faire l'affût, l'approche comme ça. Donc avec une très bonne optique et j'ai un calibre 764 qui me plaît bien. Voilà, c'est ni trop gros ni trop petit. Voilà. Donc là, les sangliers s'y rentrent, ils rentrent là en face de nous, où ils sortent. Et le jour se lève, donc voilà, on a une demi-heure de chance d'en voir un ou de ne pas en voir. Donc on s'affaisse sur le talus et on attend voir si ça bouge pas. Voilà, c'est uniquement de la chasse à l'affût. David Coltelli est technicien à la Fédération des chasseurs des Bouches-du-Rhône. En charge de la Camargue, il travaille beaucoup sur le grand gibier et les dégâts qu'il occasionne sur les cultures. Les rizières sont particulièrement fragiles et peuvent être dévastées en un clin d'œil. Bon, en fait, on est reparti là. C'était pas des bonnes conditions parce qu'en fait, quand il y a du vent, les sangliers ils sont un peu plus sur leur garde parce que ils entendent moins bien. Donc ils hésitent à sortir et à circuler, quoi. Et dans les rizières, les sangliers, ils viennent manger quoi? Le riz? Le Non, riz. le riz. Donc D'accord. on a du problème un peu sur le blé, mais très peu. Ouais, Au moment des semis, ouais. où de temps en temps ils viennent donner un coup de nez, ou bon, ça c'est vraiment pas le plus grave. Après, quand le blé par contre est mûr, ça va très très vite, c'est-à-dire qu'une parcelle, Ouais, elle ouais. peut être presque entièrement mangée à
en une semaine. Quoi. En une C'est-à-dire semaine, que ouais. Le sanglier, il sait mieux que l'agriculteur quand le blé il est mûr. En rejoignant la voiture, après cet affût infructueux, nous avons vu un sanglier retardataire qui traversait un champ pour se mettre à l'abri et venait vers nous. Il va arriver là. D'accord, faut qu'on cache un peu, non? Si je bouge pas, ça va. Posté dans le prolongement d'une haie, nous guettons la bête. Ouais, c'est vrai qu'il aurait pu le tirer, mais il y avait un portail métallique. C'était vraiment un peu dangereux avec les ricochets que ça aurait pu faire sur le métal. Donc c'est une bonne chose qu'il n'ait pas tiré. C'est un bon réflexe. David Coltelli avec ses amis se retrouve depuis cette année à la Trésorière, une propriété de 500 hectares. Elle ne figure pas dans la liste des plus belles chasses camarguaises, mais enfin, il y a de quoi faire. Des plans à tirer sur la comète, des prairies à mettre en eau, des rizières en friche à exploiter, des tournesols à suivre de près. L'un des seuls champs de tournesol de Camargue se trouve sur la propriété. David m'a proposé de rejoindre un de ses amis qui chasse la palombe camarguaise. Je viens vers vous. Je viens de voir le chasseur dans les tournesols. Vous êtes là? Il y a quelqu'un? Vous êtes où? Bonjour. Patrick. Serge. Ah ouais, vous avez quelques formes. Oui. Mais bon, j'avais calculé pour les tournesols qui sont là-bas qui sont plus bas. Ouais. Alors ça fait qu'elles sont un peu basses, mais bon. Faut que j'aille chercher un chapeau, non? Elles vont me voir les. Ah, si, ça aurait été mieux, non? Pour vous cacher, C'est dans la voiture. même Ouais. le soleil. Ouais. Une palombe là qui est bienvenue, qui nous a vraiment chargé. J'ai l'impression que ses formes sont assez efficaces et ça fait qu'elle nous a chargé, elle est partie un peu de travers. Bien. Ça va. Elle venait bien, hein? Ouais, elle monte très bien. Elle est bienvenue aux formes. Ouais, hein, je pense Ouais. qu'elle est bienvenue aux formes, hein, c'est Ouais. assez flagrant là. Ça, c'est une chasse que tu pratiques habituellement ou c'est un peu nouveau? Non, ça fait 10 ans que je me suis consacré à cette chasse. Ah bon? Ouais. Parce qu'en Camargue, ça se fait pas beaucoup. Non, mais ça fait. Les palombes, elles sont de plus en plus présentes, du moins en période estivale chez nous. Elles nichent bien ici aussi. Donc, au moment de l'ouverture, ça arrive souvent qu'il y en ait, surtout avec ces plantations, tournesol. On arrive à en garder un peu. Ça fait que bon, c'est plutôt ma chasse. Il y en a encore une qui arrive. Et tu es venu déjà chasser dans le Pays Basque ou dans l'école? Non. Tout ça, non, Non, je suis jamais venu. Je regarde pas mal d'émissions. C'est vrai que c'est intéressant. Très intéressant. Bon, les palombières, tout le système qu'il y a. Mais c'est vraiment une activité à part entière. Et nous, ça reste à l'ouverture, quelques week-ends et après c'est terminé. Après, il faut patienter avec le passage quand on a le Mistral. Il y a une qui est sortie, je crois. Tu les vois là-bas? Elle rentre. Bouge pas. Elle a lâché une plume. Elle a acheté une plume. Gros problème de radiation.
J'ai ma journée de libre. Ce matin, je voudrais trouver cet endroit dont un ami m'a parlé, Bauduc. Pour aller à Bauduc, il faut prendre une piste qu'ils appellent Carrossable, sur une quinzaine de kilomètres à travers les Salins, vers le littoral. Peu à peu, la mer toute proche prend le pas. Bauduc est un lieu étrange qui a fait couler beaucoup d'encre. Un squat de rêve pour familles en mal d'exotisme, pour ermites en quête de vie immatérielle. Et puis, cette colonisation au-dessus de toutes les lois pourtant longtemps tolérées fut mise à mal, il y a quelques mois de cela. Presque toutes les cabanes ont été détruites, les paillotes rasées. Mais l'eau peu profonde à cet endroit fait le ravissement des kitesurfers. La feria à Arles. Donc on va à la corrida espagnole. Et non pas la course camarguaise. Alors. Ce jeune torero est mexicain. Il s'appelle Joselito Adame. Sur le premier taureau de cette corrida, il a pris son alternative, c'est-à-dire qu'il passe du statut de novillero à celui de matador. Il rentre donc dans la cour des grands et peut maintenant toréer des taureaux de 4 ans. Par contre, les taureaux sont tirés sur... Les taureaux, le matin, ils arrivent là, ils tirent des papiers, ils tirent leur numéro. Ah oui, d'accord. Donc, ils ne choisissent pas leur taureau. Ah oui, ils choisissent pas les taureaux. Salut David. Bonjour. Tu vas bien? Ça va? Ouais. Salut. Salut Patrick. Cédric, Cédric, le partenaire. Pas mal, hein? Bonne installation. Et en fait, David est propriétaire ici. Il a 2 hectares de marais, mais il y a beaucoup de tonnes hein, autour. C'est vraiment un peu à touche-touche, mais enfin bon, pas tant que ça non plus. Hein. En Camargue, proprement dit, on ne chasse pas la hutte pour éviter d'effrayer les oiseaux pendant la nuit et pour que les oiseaux aient des zones de quiétude la nuit pour être chassés le matin. Donc il faut partir un petit peu plus loin sur les temps de berre, donc on n'est pas loin de Marseille et de Marignane et de Martigues. Voilà. Donc il y a des centres un peu industriels autour, il y a l'aéroport, les avions qui décollent en face. Ça c'est les courcries donc, c'est ça? Voilà, bon, ça c'est pas exactement de véritables courcries au sens propre du terme. Ouais. Mais c'est des, on va appeler ça des cannes de pause. D'accord, des cannes de pause, d'accord. Voilà, ça c'est un peu plus criard, mais ça a le mérite de chanter un peu vrai, de chanter vraiment sur les oiseaux, d'être un peu moins menteur que les autres. D'accord. Donc, une pure pilée. Femelle pilet, c'est ça? Femelle. Ouais, femelle pilet. Ouais. Qu'est-ce qui se passe? Bon, eh ben on va rentrer dans la hutte pour une nuit sur les temps de berre. Première pour moi. Quoi? Ah, absolument aucun, hein, j'ai rien touché. Hier soir, comment ils étaient les mâles? Sympa. Ils étaient comme ça, les Ils sont en sky. Voilà. Donc, la salle de tir. Les guichets, nous on appelle ça des guichets. Voilà. Vous appelez ça des? Ouais, des créneaux. Nous, il y a un moment essentiel, c'est qu'on boit toujours le pastis à la huître. Ah, ça c'est très important. Oui, je crois que vous n'êtes pas les seuls à le faire. Le jour, j'espère. La première fois que je l'ai acheté. Et David, cette hutte, tu me disais que c'était la plus ancienne du coin. C'est une des plus anciennes de la commune de Berre. Donc à l'époque, ils ont chassé pendant des années et des années dans la petite cuve qui est dehors. Donc par tradition, on l'a gardée et on a bâti la nouvelle à côté.
pas chassée. Ah oui. Elle est quasiment chassée toutes les nuits. Alors moi je fais presque 100 nuits par an. Ah oui, oui. Une moyenne de 2 canards par nuit. La pièce d'eau qu'on a devant nous, c'est totalement artificiel, ça a été creusé avec des engins, mais c'est des milieux qui certainement n'existeraient plus à l'heure actuelle s'il n'y avait pas cette activité cynégétique. Pareil pour certains salins où on sait que l'activité donc autour du sel se maintient assez difficilement, donc les milieux ont été entretenus pour l'activité chasse. Et toutes les huttes qu'on a autour donc, maintiennent de l'eau, certaines la maintiennent toute l'année, donc on a quand même des oiseaux avec des reproductions de l'arolimicon, on peut avoir quelques anatidés. Derrière notamment il y a un peu plus d'eau douce, donc des milieux plus riches avec des herbiers, où on peut avoir donc, souchets, sarcelles d'été, nette rousse également qui est nicheuse autour de l'étang. Donc voilà un milieu qui est maintenu artificiellement par l'activité chasse. Donc c'est quand même intéressant, surtout dans un milieu où on peut le voir avec toutes les lumières autour, qui est extrêmement industrialisé. Quoi. Le milieu de l'étang de Berre, des grosses villes industrielles comme Fos, on a Marignane aussi avec son aéroport, qui nous alimente en avion et qui maintient nos canards éveillés un peu toute la nuit. Donc voilà, c'est un peu l'originalité du site. Il y a 2 piliers de posés dans les plastiques, ils sont vraiment pas très loin, donc fais doucement. On va essayer de se mettre en position. Ouais. La sécurité, moi aussi. Qui c'est qui met la sécurité, les instants qu'on est. C'est bon, non? Épilé. C'est ce qui me semblait. Là, on va avoir une petite marque très brève. Les oiseaux sont venus se poser dans un premier temps à 70-80 mètres. Ils sont restés, attends, je te réveille, ça a dû s'écouler 2 bonnes minutes. Et ensuite ils se sont rapprochés donc, dans les plastiques, puis ils se sont rapprochés de l'appelant. Ce que je t'expliquais, le système, comme on a fait notre calage, on n'est pas mécontent. La preuve, les oiseaux ont tapé loin au départ, mais hop, ils sont redécollés pour venir au plastique. Ah, ils ont redécollé. Ils ont redécollé, ils sont venus au plastique et donc apporté. Alors là, je pense qu'on est pas mal au point dans le calage, quoi. Il y a une autre pause, il faut y aller. C'est que le jour il se lève, en principe il reste pas longtemps. Là il est un peu loin pour tirer. J'ai attendu qu'il s'approche pour la musique. 1, 2. Il est. Je crois. Bonjour, Ça va? vous aussi? Bien. Bon, je suis un peu en retard, je suis désolé. Non, pas Je suis allé à Bourges, j'ai mis du temps à rentrer de Berre, j'étais à la chasse à la hutte. Ouais, j'ai vu le message, tout ça. Voilà, vous avez eu. Pas de soucis, ça s'est bien passé? Ouais, super. C'est sur le message, la hutte, ici. Ici, il n'y en a pas. Oui, non, j'étais à Berre. Oui, j'étais à Berre. Voilà, j'ai fait une entrave à la Camargue, je suis parti un petit peu au-delà. Patrick Laurent m'a proposé une petite visite de son élevage. Le domaine des Marquises est une manade de renom. Le grand-père de Patrick, Paul, puis son père, Henri, ont très largement contribué au développement des courses camarguaises. En fait, ils portent les cornes un peu différemment, cette variété, j'ai l'impression. Par rapport au taureau Camargue et au taureau espagnol, à la base c'est le même. D'accord. Si on regarde des vieilles gravures espagnoles, les taureaux ont les cornes en l'air. D'accord. Et après, pour pouvoir tuer, pour pouvoir se croiser et passer l'épée en dessus de la tête du taureau, ils ont sélectionné
des cornes qui étaient en Plus basse, d'accord, d'accord. Par la sélection, ils sont arrivés. Mais à la base, le taureau avait les cornes comme ça, assez en l'air, d'accord, d'accord. Au niveau du poids par rapport au taureau espagnol, qu'est-ce que... On va dire qu'un taureau espagnol fait 500 kg de moyenne. Ouais, ouais. Nous, ils peuvent arriver à 500 kg, mais c'est pour les plus gros. C'est pour les plus gros, d'accord. Mais 450, c'est déjà un bon morceau. D'accord, d'accord. Toujours par rapport à ce point où nous, c'est un sportif. D'accord. Et le taureau espagnol, qu'il ait du mourir, qu'il soit massif, présentable. Massif, ouais. Voilà, on peut pas amener... Impressionnant, quoi, il faut qu'il fasse peur, quoi. C'est, je vais pas dire un sumo, mais un peu cette culture. D'accord. On appelle notre métier manadier parce que ça vient du terme un troupeau qui est tenu par une main. Ah oui, d'accord. La main manade. Ah oui, d'accord. Qui appartient à une seule main, voilà. D'accord. Et vous vivez un peu... c'est ça qui est formidable, vous vivez un peu, pas dans un autre monde, mais... vous vivez dans une culture dans un monde parallèle. Un monde parallèle, voilà, c'est ça, ouais. Tous les métiers qui sont portés vers la nature, comme ça, ouais. Je pense qu'on est vraiment un peu privilégié. Vous êtes dans votre culture et c'est bien, quoi, parce que y a tellement de gens qui abandonnent justement leur culture pour aller vers des cultures plus modernes et tout ça. Je trouve que c'est vraiment... De toute façon, pour élever des taureaux Camargue ou espagnols, il n'y a pas d'autre moyen que d'y aller à cheval. Oui. Pour prendre tel ou tel taureau ou telle vache, il nous faut un cheval. Oui. Et même en voiture, on peut pas, c'est pas vrai, on peut pas les pousser, on peut pas. Donc déjà ça, c'est obligatoire. C'est obligatoire. Et puis il y a une réelle volonté des Camarguais et je trouve de plus en plus maintenant de respecter une certaine tradition vestimentaire. D'accord. L'arnachement des chevaux. Goya est probablement le taureau le plus connu de Camargue. Il venait de la manade des Marquises. 120 courses dans les années 70. Les arènes étaient combles lorsqu'il courait. Il fit sa dernière course, sa Despedida, en 1981. Les oreilles. Comme ça, il le tire à la baie. Il était réputé pour son intelligence, sa forme olympienne et ses sauts de barricade. Une fraction de seconde. En 1988 fut inaugurée sa statue à Beaucaire. Henri est intarissable sur le seigneur de Camargue. Au moins 450. 450. Il est mort dans la propriété ou il n'a jamais rien fait comme tout le monde, lui. Depuis 2-3 années, il ne suivait plus la manade. On le laissait ici. Un peu tranquille, ouais. Il faisait absolument ce qu'il voulait. Et voilà, il avait 20 ans. Bon. Et un jour, alors qu'il était avec les cocardiers, qui l'ont toujours respecté, même vu son grand âge et tout ça, ils l'ont toujours respecté, on ne l'a plus retrouvé. Ah oui. Et bon, on dit quand même, il faut le chercher, il peut être mort à l'âge qu'il avait. Et puis, en parcourant tout l'herbage, on a fini par le trouver dans un clos. C'est le clos qui était le clos des vaches, donc c'est le clos où il était né. D'accord, ah oui, il est revenu mourir là-bas, oui. bien tranquillement. Mais au passage, alors qu'il n'y avait pas une bête dans ce clos, on l'a retrouvé avec une petite génisse de 3 ans. Il n'avait pas tout à fait perdu l'esprit. Il vaut mieux que tu ne sois pas tout seul et bien accompagné. Et cette génisse, franchement, une jeune vache, l'a gardé, mais l'a vraiment gardé, pas à pas, jusqu'à sa mort. Henri m'a emmené au Sainte-Marie-de-la-Mer pour une course de jeunes taureaux. J'ai l'impression d'être accompagné par un ministre, tant les gens viennent à lui.
Nous prenons place dans la tribune d'honneur, habitée par des manadiers et des anciens du métier. Une course propose 6 taureaux qui courent 15 minutes chacun. Les raseteurs, gauchers ou droitiers, doivent prendre à la bête ses attributs, cocardes, ficelles et glands, attachés entre ses cornes. Si le taureau a conservé quelques attributs et au bout de 15 minutes, il doit sortir de l'arène. S'il rechigne à le faire, une ou deux vaches sont chargées de lui faire changer d'avis. Bonjour monsieur. Et bonjour. Est-ce que vous êtes Jean-Paul Sanchez peut-être? Moi-même. Vous-même. Jean-Paul Sanchez est restaurateur au sud de Arles, contre les temps de Baccarès. Sa philosophie est des plus simples, manger frais et rien de plus. Cela veut dire une carte restreinte, proposant ce que la nature offre autour, au fil des saisons. Pot-au-feu d'anguille, bar, colvert grillé, que du bonheur. Je vais goûter pour vous en direct. D'abord, une téline. D'abord, vous mieux goûter un téline. Une téline. Les malins attendent que le plat soit fini pour ramasser ce qu'il y a au fond. Oui. Ça, tu as remarqué? Jean-Paul est chasseur et pêcheur, comme toute sa famille, en contact direct avec ce qui se passe dehors. Sa table est chaleureuse, les discussions aussi portent souvent sur les choses naturelles. Tant qu'on conservera notre moustique, c'est sûr qu'il nous empêche de manger dehors. C'est sûr que... oui, mais ça se met, mais bien le sûr. moustique il est là, les libellules sont là, et puis moi je vois, qu'il y a des sauterelles ou quoi que ce soit, ben, le faisan il se nourrit, tu tues un faisan, tu regardes le jabot, quoi que ce soit, il a des graines, mais dedans il y a quand même des sauterelles, ah oui, les faisans ils mangent des sauterelles, ah oui aussi. Oui, quand ils sont petits là, comme là, plus petits, mais ils sont gros, mais au début... Bonjour messieurs. Bonjour. Patrick Glotin. Robert Dalmau. Bonjour monsieur. Bonjour. Thierry Giganec, Office national de la chasse. Bon. On va essayer de voir s'il y a un peu du monde. Manifestement, il y aurait du monde. Il y a deux chasseurs dans la marée. D'accord. On va voir si on les trouve. Et puis on va effectuer un petit contrôle normal. Là, ce qu'on essaie de voir, c'est par où on peut y aller. D'accord. Parce que c'est des propriétés qui sont toujours clôturées. Oui. Avec des grosses difficultés pour entrer. Vous avez le droit de pénétrer dans les propriétés en voiture? Même s'il y a une barrière, nous pouvons nous rentrer en qualité d'agent assermenté. D'accord. Vous voulez passer devant ou passer derrière? Je veux bien monter derrière pour tout vous dire. Parce que je vais même rester un peu accroupi parce que... Enfin pas accroupi, à genoux. Parce que là... Je suis très bien. C'est riche là l'endroit. J'aimerais bien qu'ils tirent. Ça sera plus facile pour les retrouver. Ah. C'est bon signe. Ils y sont. Qu'il y a des taureaux? Vous avez une cape pour les taureaux ou pas? Vous avez une cape pour les taureaux? Donc ils font des approches quand même. Parce que les gens ils peuvent c'est ça, changer de cartouche. S'ils nous voient, ils peuvent jeter le gibier. Ils peuvent jeter le gibier, tout ça, ouais. Le gibier interdit. Oui, c'est un peu clair. C'est comme on dit. Tu vois pas? Je vois un nid là-bas. Et c'est l'autre, je sais pas, vous voyez s'il y en a deux. Bon, c'est ok, on va un peu accélérer le pas, on va aller vers lui. Hein. D'accord. Essayez de suivre. D'accord. Méfiez-vous, regardez bien où vous mettez les pieds. Ouais. Oui. C'est parti.
de canne à colère. Voilà. Vous déchargez votre fusil également? Oui. C'est vous qui venez de tirer là, ça? Oui, oui. La validation. Avec l'assurance. Voilà, le département 13, donc c'est ok, il n'y a pas de souci. Voilà les cartouches. Ok, nickel, c'est beaucoup de le dire. C'est quoi ça? C'est Nicolas. Ah, c'est Nicolas, voilà. d'accord. Pas de souci. Vous avez un musette, là. Ça c'est quoi? Des cartouches aussi, plan acier. C'est son fusil. On va ramasser les douilles. Oui. Ah ben ça c'est bien. Ah, c'est exemplaire, dites-moi. Chasseur exemplaire. Voilà, bon, heureusement qu'il y a les jeunes maintenant qui prennent un peu la relève. C'est pas pour dire que les anciens oui. sont des idiots, loin de là. Mais c'est vrai que c'est des habitudes qui sont prises maintenant, qui sont données lors du permis de chasser par exemple. Parce que bon, je l'ai fait pendant 5 ans, donc je sais de quoi je parle. On leur donne l'habitude de ramasser les douilles, de ne plus les laisser par terre. Et c'est vrai qu'on s'aperçoit qu'il y a des endroits en nature où il y a des centaines de douilles par terre. C'est aberrant complètement. Et après, les chasseurs s'étonnent qu'il y a un tollé contre eux. Mais là, vous ne pouvez pas intervenir sur le ramassage des douilles. Tout à fait. Ah si, tout à fait. C'est un dépôt d'immondices, hein, tout simplement. D'accord, ah oui, d'accord. Donc c'est une amende de 2e classe. D'accord. Dans la sacoche, vous avez quoi? C'est simplement un papier. Vous m'en montrez, s'il vous plaît. Oui. Ce qu'on recherche également, c'est le magnétophone. Ah oui. Le magnétophone, notamment cette année avec cette histoire d'appelant là. Ah oui. On va voir le ressortir des magnétophones. Des magnétophones, oui, bien sûr. Vos cartouches. Merci. Votre permis. Merci. Je vous remercie. Ah, dommage. Non, il est un peu haut quand même. Oui. Il est peut-être haut parce qu'on est. Mais parce que peut-être qu'on est là, oui. Voilà. Allez, bonne journée. Merci, bravo. Bonjour monsieur. Bonjour. Police de la chasse. Monsieur. Votre fusil est déchargé, il me semble. Oui, je l'ai déchargé avant que vous arriviez. Merci. Bon, ça va. Vous pouvez sortir s'il vous plaît du coup? Oui, bien sûr. Et vous m'ouvrez ce fusil parce que je ne vois pas s'il est déchargé. Moi. Ok. Je le trouve. Hein. Ouais, tout bien. Hein. On y est. Il est bien. Pour sortir, c'est plus dur. Vous relevez un peu, que je vois un peu les poches là, sur vous. Oui. Okay. Vous n'avez pas le droit de fouiller, si? C'est pas fouillé. Non, mais là, non, je vais te poser une question. Non. C'est ça, vous demandez d'enlever. Hein. Attention. Mais tout à fait. Un endroit de visite dans des poches à gibier carniers. D'accord. D'ouvrir vous-même les carniers? Tout à fait. Donc un carnier, ça va être ce qu'on appelle vraiment un carnier, ça peut être également un sac. Hein. En fait, c'est tout en rond, on peut mettre du gibier. D'accord. Des grandes poches comme ça, vous y mettez du gibier, ça devient une poche à gibier. Hein, d'accord. Mais il n'est pas question, nous, d'aller fouiller. De mettre la main dedans. Donc en fait, on envoie la main, on fait ce qu'on appelle une palpation. Ça vous fait rien si je le fais? Voilà. Donc on touche. D'accord. Je sens quelque chose. D'accord. S'il vous plaît, montrez-moi ce que c'est. D'accord, hein, d'accord. S'il vous plaît. D'accord. Ok. Vous me rendez mon permis? Non. Vous pouvez me montrer vos cartouches, s'il vous plaît? Oui. Mais là, il y a un petit problème, c'est que vous tirez des cartouches à plomb. Oui, mais le collègue me dit s'il y a encore des informations, c'est pour l'année prochaine. Non. Le problème, c'est qu'on va vous relever une infraction. Hein. Ouais. Ça va vous coûter cher, ça? Ça va vous coûter cher. Alors, les infractions de ce type-là, munitions interdites, munitions prohibées, ont été déclassées là, cette année. Donc maintenant, c'est des infractions de 4e classe. Logiquement, on pourrait régler ça par timbre-amende. Ce sont des infractions de 135 €. Putain, ça va coûter cher la journée, ça encore. C'est typiquement la personne qui est certainement habituée à son fusil. Hein, parce que déjà calibre 20 au canard, il faut être un bon tireur. D'ailleurs, bon, il a 3 pièces. Et j'imagine que ça doit l'embêter de se séparer de son fusil, d'en arracher une. Bien sûr. Ouais. Là, ils ont été quand même. Le jeune, il était impeccable. Ce monsieur, il était bien aussi. Ça, c'est pas envenimé. Mais est-ce que ça arrive effectivement que ça se passe un peu plus? Ça arrive. Alors de ce côté-là, il y a quand même un gros travail de notre part, dans le sens où on essaie toujours de ne pas envenimer la situation. Il peut y avoir des excès de parole. J'allais dire quelque part, c'est toujours compréhensible. Et dans la mesure où on arrive à le maîtriser, souvent on en reste là. D'accord. Vous le prenez pour vous, quoi. On le prend pour nous, j'allais dire, quelque part l'uniforme est une carapace, quoi. C'est la personne assermentée qui l'insulte, c'est pas l'individu lui-même. D'accord. Tant que ça en reste là, c'est pas un souci. Ce matin, je suis en route vers la Tour du Valat. La Tour du Valat, c'est une fondation, un centre de recherche
qui a été créé il y a plusieurs années par M. Hoffmann, des laboratoires Hoffmann-La-Roche. C'est une propriété de près de 3000 hectares qui accueille une soixantaine de chercheurs, des scientifiques qui travaillent sur les zones humides, sur la faune et la flore présentes dans ce type de milieu. Olivier, pourquoi vous piégez des sangliers? C'est un peu pour voir l'origine des sangliers qui viennent à la Tour du Valat, puisque tout le monde se plaignait des dégâts des sangliers de la Tour du Valat. Dès le début, il y a eu des études sur tout. Et il y a eu les sangliers en coopération avec le CNRS de Toulouse, je crois, pour voir un petit peu la dispersion, qu'est-ce qu'ils faisaient, où ils allaient. Donc nous, on a continué à marquer les sangliers pour savoir un petit peu ce qu'ils faisaient. C'est grâce à ça qu'on a eu des reprises de sangliers jusque dans les premiers contreforts des Cévennes, jusqu'à 70-80 km autour de la Tour du Valat. Voilà. On en a eu à la Grande Motte, donc ça fait déjà loin, c'est assez au bord de la côte. Après Quissac, au nord d'Avignon et Château-Renard. Ah oui, oui. Ouais. Et de l'autre côté du Rhône aussi, après le Petit Rhône, on a aussi souvent des captures, très souvent. C'est le plus. Et il passe l'autoroute, il passe la ligne du TGV et il passe surtout le canal du Rhône, le canal d'irrigation Philippe Lamour, qui lui a des berges bétonnées. Donc il doit passer par là. C'est bon. Arrêtez, la fille. Allez, vous la mettez entièrement dans le sac. Allez, de combat. Quand vous voulez. C'est bon, 66. Moins 3 kilos du sac, 63. Et on capture environ, on fait à peu près en général une centaine de sangliers par an, dont à peu près la moitié est déjà marquée. Parce qu'il y a des portées qu'on attrape quasiment toutes les semaines, on les rattrape. Ah oui, et ils rentrent, ils viennent manger. Hein. Toute la semaine c'est agréné, mais c'est pas tendu, donc ils viennent manger. Et puis le jour où on tend le piège, ils sont pris. Une fois qu'on les connaît, après on les relâche. Hein. C'est vrai. Actuellement, on ne sait pas du tout combien on a de sangliers en Camargue. On doit être entre 1500 et 2000 sangliers tués par chasse en Camargue. Et on avait fait un survol en hélicoptère avec la Fédération des chasseurs. On avait vu à peu près 200 sangliers dans les meilleurs sites. Soit ils sont, on les a pas trouvés, soit ils sont ailleurs et puis ils ne rentrent en Camargue qu'au moment des riz ou au moment où il y a à manger. Il y a des moments blancs au niveau de l'alimentation en Camargue. Fin de l'hiver, il n'y a rien du tout à manger. Plus de riz. Quand il n'y a pas de riz, il n'y a aucune culture. Je veux dire. Et puis il n'y a pas de chêne, il n'y a rien du tout. Donc en hiver, ils ont un petit peu les canards blessés. Après, il n'y a plus rien. Après, avril-mai, ils commencent à manger le tubercule de Syrpe parce que les marées commencent à baisser. Après, peut-être qu'ils ont le blé. Après, ils ont tout ce qui est figuier sauvage, prunier sauvage. Et puis après, ils ont le riz. Mais il y a des moments où il faut quand même qu'ils tiennent. J'ai profité de ma journée à la Tour du Valat pour retrouver dans une roselière des bagueurs de petits oiseaux de passage. Bonjour. Bonjour. Je croyais que c'était des campeurs. De loin. Vous êtes bien. Qu'est-ce que c'était? C'était une rousserolle et farvat. Donc le paludicole type, ça, un peu, non, c'est ça? En fait, par rapport... Là, c'est vraiment un oiseau qu'on trouve dans les roselières. D'accord. On va aller voir. Ouais. Vous allez relever des filets, c'est ça? Enfin, voir. Voilà. Donc en fait, il faut relever les filets assez vite, assez souvent, pour pas que les oiseaux se blessent. Ouais, à peu près toutes les demi-heures. Toutes les demi-heures? Ah oui, le filet est là. D'accord. Qu'est-ce que c'est celui-là? C'est une petite bouscarde. Petite bouscarde. Ouais. La pêche est bonne?
sur une fauvette mélanocéphale. Mélanocéphale, Ouais. à tête noire. Donc. Non, en fait, ça, c'est deux espèces. Ça veut dire, Oui, ça veut dire la même chose. Ça veut dire la même chose, mais c'est un. Et qu'effalait la tête, c'est ça? Ouais. Mais il y a une espèce qui s'appelle la fauvette à tête noire. Et oui. Oui, donc il y a une fauvette qui s'appelle... Je parle à ma caméra. Hein. Il y a une fauvette qui s'appelle la fauvette à tête noire. Une fauvette qui s'appelle la fauvette mélanocéphale. Mélanocéphale qui veut dire tête noire en grec. Donc, et pourtant, c'est pas le même oiseau. C'est quand même... Il y en a qui ne sont pas mis d'accord là, je crois. Ouais. Et vous avez Moi, combien d'oiseaux? Un rossignol. Oui. Ah, ça m'intéresse, tiens. J'ai jamais vu un rossignol de près. C'est les magnétophones, c'est ça là? Oui. C'est des trucs de braconniers, ça? Vous avez le droit? C'est légal. Oui, je sais. Autorisé par le muséum. Tant que c'est pas pour les manger. Allez, c'est parti, on y va. Je vous suis alors. Je vais mettre mes cuissardes, hein, c'est ça? Cuissardes plutôt. Vous êtes... oui, cuissard, Ouais, oui. d'accord. Voilà, 3 bateaux, en fait il y a plusieurs embarcadères. Et chacun prend sa barque pour rejoindre les postes. Quand on voit le chargement des bateaux, des vivants, des formes, des piquets, des lampes. Bon, merci. Salut François. J'ai 3 femelles, un mâle. 3 femelles, un mâle. Ah oui. Ça, c'est une femelle que j'ai depuis 6-7 ans. Elle est plutôt... c'est une courtrice. D'accord. Il appelle sa femelle. Ouais, Ils sont tous accouplés. Tous Et accouplés. ce mâle a ses 3 femelles. Ah oui, d'accord. Attends. Dans de la précision. Super. Vous allez rentrer dans le poste. D'accord. Bonjour le chien. Bon, t'es arrivé à 4h. Le rendez-vous était à 4h. Et en fait, le temps passe et le jour commence à se montrer. Quand même pas mal de boulot, c'est pas une chasse, on arrive avec son sac de cartouches et on tire des canards, il y a toute une préparation, une progression, il faut connaître l'endroit. C'est pas une chasse pour chasseurs du dimanche en fait. Hein. Hop. Alors ça c'est le fusil avec lequel je tire quand il y a des blessés qui sont dans l'eau ou qui sont un peu loin. D'accord. C'est donc des charges plus fortes. Bismuth, je chasse le bismuth. Ah oui. C'est interdit les plombs maintenant.
Tiens, on a une pose là-bas devant à 200 mètres. Ah oui. Il y a un couple là-bas qui est posé. Elle est morte. Une sarcelle. J'ai raté le doublé. Aujourd'hui, il n'y a pas de vent et ça c'est un petit peu problématique parce que le moindre coup de fusil, ça effraie le canard, donc on a beaucoup du mal à le travailler à la calée, c'est-à-dire à le laisser tourner, à le laisser prendre par la calée. Moindre coup de fusil, même loin, ça effraie le canard, après il s'en va. C'est beaucoup plus difficile, donc on peut moins le laisser faire. Donc moins le laisser s'approcher en fait. Ma calée. Elle est mal orientée par rapport au vent et les canards nous manquent. Je passe à 20 mètres de la calée, qui est déjà à 20 mètres et c'est trop limite, donc je vais la déplacer vers la droite pour les obliger à nous bordurer un peu plus. Voilà, allez, c'est parti. Là, on l'entend comme ça. Allez, regarde faire. Ici, il y a une règle, je dirais, déontologique, entre parenthèses, c'est qu'on doit tirer normalement que 2 coups par poste, même s'il y a 2 chasseurs, on chasse les uns après les autres. On ne tire pas 4 coups de fusil. Pour faire moins de bruit, moins déranger les autres chasseurs, tout simplement. Pour respecter les autres, tout simplement. Il reste une demi-heure, hein. Allez, ça va un peu plus. 40 minutes. Ça peut venir. Ça peut encore venir. J'ai une idée à gauche. Là. Et là, on est attaqué. Et dire que bon, t'es obligé d'arrêter dans 20 minutes. C'est quand même 6 heures qu'on est là. Il faut que ce soit la dernière demi-heure, il y a des canards. T'as vu comme c'était joli l'action? Deux tours avant de revenir, enfin, il faut beaucoup de concours de circonstances pour pas qu'il y ait d'autres chasseurs qui tirent à ce moment-là. Mais moi c'est comme ça que j'aime chasser, voilà. Tirer un canard qui passe sur la tête à 30 mètres et le tuer, je trouve que ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Je sais pas si tu as remarqué, mais le vent est tourné. Avant, on avait le vent de biais, et tous les canards arrivaient devant la calée et reprenaient le vent et nous passaient devant à 70 mètres. Ouais. Maintenant, on a le vent dans l'axe de la calée, c'est beaucoup mieux. Et les canards nous viennent très très bien, nous bordègent un peu et nous remontent dessus après. La direction du vent, c'est capital. Allez, 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 allez. Lâche-toi. Écoute, on a tué sarcelle, colvert, chipot, colroux.
Et Colroux, ah oui, tiens. On a tué un Colroux, oui. D'accord. On a été gâtés sur la fin. Hein. Oui, tout à fait. Mais on s'y attendait un peu. J'ai pu ressentir un peu les sensations, j'imagine, des grands jours, quoi. Hein. Ah, oui. Le canard, c'est unique. Hein. C'est magnifique. Je dois dire que là, je suis sous le charme, quoi. C'est à mon avis, un des plus beaux endroits d'Europe au niveau, en tout cas, des anatidés. Ouais. Il n'y a pas beaucoup d'endroits aussi jolis qu'ici. Il faut le préserver. Il faut se battre pour préserver tout ça. Salut Olivier, à bientôt. Salut, à bientôt Camargue. Bonne chance à toi.